Tu arrêtes le pain et les pâtes un lundi. Le jeudi, la balance affiche 2 kilos de moins. Tu te dis que ça marche. Sauf que ce que tu as perdu, ce n'est pas ce que tu crois. Attends, 2 kilos en 3 jours, c'est bien du gras qui est parti. La balance ne peut pas mentir à ce point. La balance ne ment pas. Elle ne dit juste pas de quoi elle parle. Alors aujourd'hui, sur Santé avec Doc, on démonte les glucides, ce que tu perds vraiment les premiers jours, ce que ton cerveau fait quand tu les coupes, et pourquoi transformer du sucre en gras coûte beaucoup plus cher que tu ne l'imagines. Première chose à poser parce que tout le reste en dépend. Un glucide, ce n'est pas du sucre au sens où tu l'entends. Pour moi, les glucides, c'est le sucre, les bonbons, les gâteaux. Le reste, c'est de la nourriture normale. Les glucides, c'est une famille entière. Le sucre de table en fait partie, mais les lentilles aussi, le pain aussi et les fibres de tes légumes aussi. Mettre tout ça dans le même sac, c'est déjà le début du problème. Et personne ne dit qu'il faut en manger, sans limite. La question, c'est de savoir ce qui se passe vraiment quand tu les coupes. Parce que là, il y a beaucoup de choses fausses qui circulent. On commence par ces fameux 2 kilos, parce que c'est ce qui convainc tout le monde. J'ai arrêté le pain et les pâtes 3 jours et j'ai déjà perdu 2 kilos de graisse. Ton corps garde une réserve de glucides dans le foie et dans les muscles. Ça s'appelle le glycogène, et ce glycogène ne se stocke pas à sec, il est stocké avec de l'eau. Quand tu coupes les glucides, tu vides cette réserve. Et en la vidant, tu libères l'eau qui allait avec. Elle part dans les urines. La balance descend et il ne s'est presque rien passé du côté de la graisse. D'accord. Mais combien d'eau exactement? Il doit bien y avoir un chiffre là-dessus. Le chiffre qu'on répète partout, c'est 3 grammes d'eau par gramme de glycogène. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ce chiffre est plus fragile qu'il n'en a l'air. Une équipe espagnole a mesuré ce rapport chez 9 sportifs après un effort dans la chaleur. Quand on les laissait déshydrater, ils retrouvaient 1 pour 3. Quand on leur rendait l'eau qu'ils avaient perdue, le rapport montait à 1 pour 17. Autrement dit, l'eau que tu perds dépend surtout de ton état d'hydratation. Une revue récente va plus loin. L'eau vraiment liée au glycogène n'a jamais été mesurée directement chez l'humain. Le mécanisme tient, le chiffre exact, non. Deuxième idée qu'on entend partout. Il y aurait les bons glucides et les mauvais. Si je prends du riz complet au lieu du riz blanc, mon corps ne stocke plus rien du tout. L'index glycémique mesure une chose précise, la vitesse à laquelle un aliment fait monter ta glycémie. C'est une vitesse, ce n'est pas une quantité. Imagine un robinet, grand ouvert 1 minute ou au goutte à goutte pendant 1 heure. Le débit n'est pas le même, mais ce qu'il y a dans le seau à la fin dépend de combien d'eau tu as fait couler en tout. Donc l'index glycémique ne sert à rien, si je comprends bien ce que tu dis. Non, il sert. Il te dit à quelle vitesse l'énergie arrive, et ça compte, surtout si tu es diabétique. Mais il ne te dit rien sur la quantité que tu as mangé. Un aliment à index bas, avalé en grande quantité, reste une grande quantité. Passons à l'organe qu'on brandit toujours dans cette discussion, le cerveau. Sans glucides dans l'assiette, le cerveau s'arrête de tourner au bout de quelques heures. Ton cerveau consomme beaucoup de glucose, c'est vrai. Mais il n'attend pas passivement que tu lui en apportes. Ton foie sait en fabriquer à partir d'autre chose que des glucides. Et quand les glucides manquent longtemps, le foie produit aussi des corps cétoniques, un carburant de secours que le cerveau sait très bien utiliser. C'est une voiture hybride qui bascule sur son second réservoir. Alors si le corps se débrouille tout seul, il n'y a aucune raison de fixer une quantité minimale. Les autorités en fixent une quand même, 130 grammes par jour chez l'adulte. Ce n'est pas une cible de forme, c'est le calcul de ce que le cerveau consomme en moyenne, sans avoir besoin de passer par le carburant de secours. Et il y a des cas où on ne bricole pas avec ça. Pendant la grossesse, ce besoin monte nettement. Et si tu as un diabète de type 1, une restriction sévère se prépare avec ton médecin, jamais seul. C'est une question de dose d'insuline. Et à l'entraînement alors, c'est là que les avis se déchirent le plus. On peut très bien enchaîner des séances intenses sans le moindre glucide, ça ne change rien. Sur un effort long et modéré, tu peux effectivement très bien tourner aux graisses. Le problème arrive quand ça monte en intensité. Au-delà d'environ 75% de ta capacité maximale, le muscle a besoin d'une filière rapide. Et cette filière-là marche au glucose. C'est du petit bois sec. Sans lui, tu n'allumes pas le feu avec des bûches humides. Ce sont des théories, ça. Personne ne l'a vraiment mesuré sur de vrais athlètes. Si. Une équipe australienne a suivi 29 marcheurs de haut niveau.
Ceux qui étaient passés au très pauvre en glucides ont vu leur rendement se dégrader. Il leur fallait plus d'oxygène pour aller à la même vitesse. Leur capacité maximale avait pourtant progressé, et la performance en course n'a pas suivi. Il y a une famille de glucides dont on parle trop peu alors qu'elle change tout, les fibres. Les fibres, c'est toutes pareilles, ça sert juste à aller aux toilettes plus facilement. Il y en a deux sortes, et elles ne font pas le même travail. Les insolubles lestent le bol alimentaire, c'est le transit dont tu parles. Les solubles, elles, forment une sorte de gel qui ralentit l'absorption. Et ce ralentissement, c'est exactement ce qui manque au sucre isolé. C'est aussi ce qui explique qu'une pomme entière et un verre de jus de pomme n'aient pas du tout le même effet alors qu'il y a le même sucre dedans. Il doit exister une quantité de fibres solubles à viser chaque jour, comme pour les vitamines. Et c'est là qu'il faut être honnête, les agences ne fixent pas de repères séparés pour les solubles. Elles donnent un total, 30 grammes de fibres par jour chez l'adulte en France. Le partage entre solubles et insolubles, c'est un usage de terrain, pas une recommandation officielle. Maintenant, le mythe le plus tenace de tous, les glucides du soir. Des pâtes après 19h, c'est du gras direct. La nuit, le corps stocke tout ce qu'il reçoit. Il n'y a pas d'interrupteur qui bascule à 19 heures. Ton corps ne change pas de règles métaboliques parce que le soleil s'est couché. Sur 24 heures, c'est le bilan global qui décide. Déposer de l'argent sur ton compte à midi ou à minuit ne change pas ton solde à la fin du mois. Voilà pour la partie stockage. Donc l'heure à laquelle je mange n'a strictement aucune importance, c'est réglé. Non, et c'est justement ce que personne ne te dit. Une équipe américaine a fait manger aux mêmes personnes exactement les mêmes calories. Une fois tôt, une fois tard. Manger tard leur a fait dépenser environ 60 kilocalories de moins par jour, et surtout ça leur a donné nettement plus faim. Donc les deux camps se trompent. Le soir ne transforme rien en gras par magie. Mais l'heure n'est pas neutre non plus. Elle joue sur ton appétit et sur ce que tu dépenses. Ce n'est pas le stockage qui change, c'est toi. Reste la grande peur, le sucre qui se transformerait directement en graisse. Tout ce que je mange en trop comme glucides part directement se stocker en gras, c'est mécanique. Ton corps sait le faire. Ça porte un nom, la lipogénèse de Novo. Mais ce n'est pas gratuit. La conversion coûte de l'énergie, à peu près 20 à 25% de ce que tu convertis. C'est un bureau de change avec des frais très élevés. Le corps évite d'y passer tant qu'il peut faire autrement. Chez quelqu'un qui mange normalement, cette voie reste très minoritaire. Alors je peux manger autant de glucides que je veux, puisque ça ne se transforme presque pas en gras. Non, et c'est le point important. Le gras que tu manges, lui, se stocke presque sans frais. Alors quand tu apportes beaucoup de glucides, ton corps les brûle en priorité et il range le gras du repas au lieu de l'utiliser. Le résultat est le même. Le chemin est juste différent. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se pose vraiment. Combien faut-il en manger? De toute façon, c'est soit du cétogène strict, soit des pâtes à tous les repas. Il faut choisir son camp. Ton corps ne fonctionne pas en interrupteur. Il passe d'un carburant à l'autre selon ce que tu lui donnes et ce que tu lui demandes. C'est un thermostat, pas un bouton marche-arrêt. Et cette souplesse-là, c'est plutôt bon signe. Un corps qui sait utiliser les deux se débrouille mieux qu'un corps enfermé dans un seul régime. La bonne question n'est pas quel camp choisir, mais combien tu bouges aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire de tout ça dès demain? Sur une étiquette, il y a deux lignes qui te concernent. Les glucides au total et juste en dessous, la ligne dont sucre. C'est l'écart entre les deux qui t'apprend quelque chose. Cherche ensuite la ligne des fibres. Un produit céréalier qui en apporte peu, malgré une belle mention complète sur le paquet, ne tient pas vraiment sa promesse. Et fais dépendre ta part de glucides de ta journée, pas d'une règle fixe. Une journée de sport et une journée de bureau ne demandent pas la même assiette. C'est ça, s'adapter. Et si je veux vraiment savoir où j'en suis, je fais quoi au juste? Tu en parles à ton médecin et tu lui demandes une prise de sang, pas un test vendu en ligne. Si tu as un diabète, un syndrome métabolique, ou si tu es enceinte, c'est encore plus vrai. Ces situations-là se pilotent avec quelqu'un, pas avec une vidéo. Si tu ne devais retenir que 5 choses de cette vidéo, ce serait celle-là. 1. Les premiers kilos que tu perds en coupant les glucides sont surtout de l'eau, et le chiffre exact qu'on te répète là-dessus est plus incertain qu'on ne le dit. 2. L'index glycémique est une vitesse, pas une quantité. 3. Ton cerveau a un carburant de secours, mais 130 grammes par jour reste le repère chez l'adulte. 4. Au-dessus de 75% d'intensité,
Couper les glucides dégrade ton rendement, c'est mesuré. 5. Le soir ne stocke pas plus, mais manger tard te donne plus faim et te fait dépenser un peu moins. Et si tu devais garder une seule phrase, ce n'est pas le glucide qui pose problème, c'est la quantité et le contexte. Si cette vidéo t'a servi, abonne-toi. On démonte un mythe de santé par vidéo, source à l'appui. Et dis-moi en commentaire quel aliment tu croyais interdit. Cette vidéo est un contenu éducatif, elle ne remplace pas un avis médical. Si tu es diabétique, enceinte ou suivi pour un syndrome métabolique, parle-en à ton médecin avant de changer ton alimentation. À bientôt sur Santé avec Doc.